centre des préoccupations, le fameux trou. Toujours aussi énorme. La situation est catastrophique, le trou de la Sécu ne cesse de se creuser. Il faut annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la sécurité sociale est en excellente santé financière. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les documents officiels. Il a été question tout à l'heure du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, de la loi de finances pour le budget de l'État. Dans ces documents, il est écrit que la sécurité sociale est en bonne santé. Pourtant, ce que font les politiciens, ce que font les médias mainstream, c'est dramatiser certains chiffres, ne pas parler des autres, pour justifier la réforme. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va détricoter un sujet qui peut paraître incompréhensible ou barbant, mais qui est un véritable enjeu citoyen et démocratique et surtout qui nous concerne toutes et tous. La Sécu, comme on l'appelle, la sécurité sociale, vous savez, ce trou de la Sécu qu'il faut combler, les réformes qu'il faut mener, le déficit énorme, les économies inévitables. Et si je vous disais que la sécurité sociale se portait très bien financièrement, ce n'est pas moi qui le dis, mais Nicolas Da Silva, économiste, qui a écrit ce livre, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé qui paraît vendredi aux éditions La Fabrique avec une préface de Bernard Friot que nous connaissons très bien ici. C'est l'entretien d'actu. Bonjour Nicolas Da Silva, merci de venir sur notre plateau, excusez-moi pour mourir. Alors je le disais en introduction, donc vous avez écrit La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé qui paraît vendredi aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup de venir. Et donc dans ce livre, vous nous détricotez un sujet dont on entend énormément parler dans les JT ou encore dans les repas de famille. Vaste sujet. D'abord Nicolas, pourquoi s'attaquer à la Sécu ? Pourquoi s'attaquer à la Sécu ? Tout simplement pour l'échanger contre autre chose, et notamment l'échanger contre une organisation qui serait beaucoup plus favorable aux intérêts du capital et de l'État. Bon, de toute façon, on va développer tout ça. Alors, ces idées autour du trou de la Sécu qui veut faire des économies, qu'il y a un énorme déficit, que tout ça, cela coûte beaucoup trop cher, ces idées, elles ont la vie dure depuis la création du régime général au siècle dernier, en fait. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est transversal à l'histoire de la sécurité sociale. Si on remonte uniquement jusqu'à 1945-46, mais même avant, si on remonte jusqu'à la Révolution française, on nous dit toujours que finalement une assurance sociale publique obligatoire, c'est toujours trop cher. Il y a des abus, on ne peut pas se la payer, on ne peut pas se le permettre, il y a de la concurrence internationale. Il y a plein de bonnes raisons toujours pour nous dire que la Sécu, ça ne peut pas marcher. Pourtant, on l'a faite. On l'a faite dans le conflit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est dans le conflit que les gouvernements successifs essayent de la défaire. Alors qu'en fait, on pourrait tout simplement commencer par quelque chose de très positif. Il faut annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la sécurité sociale est en excellente santé financière. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les documents officiels. Il a été question tout à l'heure du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, de la loi de finances pour le budget de l'État. Dans ces documents, il est écrit que la sécurité sociale est en bonne santé. Pourtant, ce que font les politiciens, ce que font les médias mainstream, c'est dramatiser certains chiffres, ne pas parler des autres, pour justifier la réforme. Et alors, qui dit le mieux que la sécurité sociale est en bonne santé financière ? C'est par exemple les agences de notation financière. Il faut savoir que la sécurité sociale est financiarisée. Justement, on va regarder un peu des petits extraits qui nous montrent que, attention, il faut s'inquiéter, la Sécu va très mal. On va regarder. Le gouvernement accélère l'allure pour limiter le trou de la Sécu. Au centre des préoccupations, le fameux trou. Toujours aussi énorme. La situation est catastrophique, le trou de la Sécu ne cesse de se creuser. Pour la première fois, en 1975, la sécurité sociale sera en déficit de 4,5 milliards de francs. Je crois que les Français ne sont pas toujours conscients du fait que la santé coûte cher et qu'il faut donc essayer de prendre en charge ces dépenses pour les économiser au maximum. Une liste de 1280 médicaments qui seront désormais moins remboursés qu'auparavant. Les médicaments touchés sont ces médicaments dits de confort. Exemple, les produits amaigrissants, certaines pommades ou gouttes pour les rhumes. Tous ces médicaments qui étaient remboursés à 70% par la sécurité sociale ne le seront plus qu'à 40%. Martine Aubry avait promis une bonne surprise pour aujourd'hui. C'est donc avec un certain plaisir qu'elle vient d'annoncer avoir atteint l'un des grands objectifs qu'elle s'était fixé. La sécurité sociale retrouve l'équilibre. 20 €, c'est le prix d'une consultation chez le médecin.
Depuis le 1er janvier 2005, chaque patient participe au coût de cette consultation à hauteur de 1 €. La mesure adoptée pendant l'été 2004 vise à renflouer les caisses de la sécurité sociale. Le diagnostic est sans appel. Le dérapage des dépenses serait déjà de plus de 2 milliards. Alors pour la première fois en France, la procédure d'alerte a été déclenchée. Des assurés qui devront encore mettre la main à la poche, le gouvernement veut instaurer des franchises sur les soins en 2008, un remède qui ne guérira pas l'assurance maladie. Alors, rentrons dans le sujet. On a entendu quelques petits sujets là. Nicolas, est-ce qu'il y a un énorme problème de déficit pour notre sécurité sociale en France ? Pas du tout. Et pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a une ambiguïté quand on parle de sécurité sociale. De quoi on parle ? La plupart du temps, et c'est ce dont parlent les extraits qu'on a vus, quand on parle de sécurité sociale à la télé pour dire qu'il y a des déficits, en fait, on parle du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire une partie de la sécu, une partie importante, qui est celle qui concerne les travailleurs salariés pour la santé, la famille, les retraites. Mais c'est pas tout, parce que la sécurité sociale, ça peut aussi désigner l'ensemble des comptes sociaux qu'on désigne d'un point de vue de comptabilité nationale sous le terme d'administration de sécurité sociale. Et quand on regarde le régime général, c'est vrai qu'il est souvent en déficit, mais faut-il encore savoir pourquoi il est en déficit ? Et la principale raison, c'est que si le régime de sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale est en déficit, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, c'est pas parce que les gens abusent, c'est à cause des crises du capitalisme. Le cas le plus éclatant, c'est celui de 2008-2009, avec la fameuse crise des subprimes qui nous viennent des marchés immobiliers et financiers américains. Entre 2008 et 2009, le déficit du régime général de sécurité sociale passe de un petit peu moins de 10 milliards à un peu plus de 20 milliards. Est-ce qu'entre 2008 et 2009, les gens étaient 2 fois plus malades ? Non. Est-ce qu'il y a eu une horde de retraités qui sont arrivés et on a dû leur payer leur retraite ? Pas du tout. Non, c'est pas ce qui se passe. Est-ce que les gens ont de plus abusé ? Encore moins. Il n'y a pas eu de pandémie en 2008-2009. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'était juste une crise économique monstrueuse qui a fait qu'il y a eu un ralentissement de l'économie. Et donc, forcément, il y a moins de cotisations qui rentrent. Et donc, ça crée des déficits importants. Et il faut dire que c'est une super nouvelle. Heureusement que la sécurité sociale est là lorsque le capitalisme nous envoie contre le mur. Heureusement qu'elle était là pour que on puisse continuer à verser des salaires, à prendre en charge une protection publique de santé, etc., etc. Donc les causes du déficit ne sont jamais évoquées, et ces causes, c'est les crises du capitalisme. On pourrait parler du confinement de 2020, mais aussi la façon dont le gouvernement et les gouvernements successifs, pas celui-ci plus qu'un autre, gèrent ces crises. Et qu'est-ce qu'ils font depuis des années ? Ils ont tous le point commun de lutter contre le salaire, que ce soit le salaire net, comme on dit, ou les cotisations. Mmh. Et en fait, cette lutte contre le salaire, cette volonté de faire en sorte que la part des salaires dans la valeur ajoutée soit contractée, ça fait tout simplement qu'il n'y a pas de cotisation, il y en a de moins en moins. Il y a un autre aspect qui m'a énormément interpellée dans le livre que vous avez écrit, c'est que vous avez montré qu'en fait les recettes sont supérieures aux dépenses, donc c'est-à-dire que la sécurité sociale ou alors le régime général n'est pas du tout en déficit, mais que le déficit est créé par l'État dans le sens où, enfin, vous dites vraiment que ce trou de la sécu est un mensonge d'État par rapport à une dette qu'on rembourserait avec les cotisations par rapport à la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? Parce que je trouve qu'il est assez marquant pour montrer que le déficit, en fait, n'existe pas. Alors justement, juste avant, je parlais du régime général, qui en fait connaît des déficits réguliers, c'est vrai. Et ce dont vous parlez, c'est justement quand on fait un pas en arrière, et qu'on ne regarde pas juste le régime général, mais l'ensemble des comptes sociaux. Quand on regarde l'ensemble des comptes sociaux, et il suffit de regarder le projet de loi de finances de la sécurité sociale, en première page, il est écrit quoi ? Il est écrit qu'il y aura cette année, comme l'année dernière, un excédent des comptes d'administration de sécurité sociale. Alors comment on explique ça ? Parce qu'en fait, la sécurité sociale, au sens administration de sécurité sociale, c'est le régime général, plus tout un tas d'autres trucs. Par exemple, le chômage, les retraites complémentaires, mais aussi, et c'est à ça que vous faites référence, la CADES. La CADES, c'est une institution qui sert à rembourser ce qu'on appelle la dette sociale. Ce serait intéressant de revenir sur la genèse de cette chose-là. Et en fait, l'énorme écart qu'il y a entre les déficits du régime général et la situation plutôt bonne de l'ensemble des comptes sociaux, elle s'explique notamment par la masse des sommes qui sont versées et qui sont reçues par la CADES pour rembourser la dette sociale. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur la crise financière, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Entre 2008 et 2009, le déficit double. Pourquoi ? À cause des crises du capitalisme qui viennent
des États-Unis en l'occurrence, mais qui se sont développés qui s'est développé dans tous les pays. La sécurité sociale connaît un déficit. Que dit le gouvernement? Il faut faire des économies, il faut faire de l'austérité, et il faut rembourser. Comment? Non pas en augmentant les cotisations, non pas en ayant une forme de fongibilité avec les fonds du Trésor public, mais en empruntant sur les marchés financiers. Et c'est cette Cades qui, du coup, va emprunter sur les marchés financiers, dont on se rappelle qu'ils sont en partie, si ce n'est complètement, les causes de la crise. On va leur emprunter de l'argent pour réparer la sécu qu'ils ont cassée. C'est incroyable. Les irresponsables, ils sont au gouvernement. En 2022, regardez ce qu'annonce Europe 1, par exemple, le gouvernement dans le cadre Europe 1 et le gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est examiné dès demain matin d'ailleurs. C'est marqué: le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse atteindrait 17,8 milliards en 2022. En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV, donc le Fonds de solidarité vieillesse, se résorberait à 6,8 milliards, en très nette amélioration par rapport à 2022. Est-ce qu'on peut voir que en fait, la sécurité sociale, qui de base est normalement quelque chose de distribution de l'État, etc., rentre sur un marché capitaliste? Alors, d'abord sur la question de la résorption du déficit. En fait, c'est un truc qui est tout à fait attendu. C'est un phénomène attendu. C'est-à-dire, en 2020, il y a le confinement. Le confinement, toute une partie de l'économie s'arrête. Les cotisations ne rentrent plus. Et on paye quand même les gens, on paye quand même les services de soins. Au contraire, même incroyable. On nous dit que c'est la crise, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent à la Sécu. On nous disait en 2018, Emmanuel Macron a une infirmière qui lui demande de l'argent parce qu'il pleut à l'intérieur de l'hôpital, il dit: il n'y a pas d'argent magique, parce qu'à la fin, c'est vous qui le payez, etc., etc. En 2020, on arrête l'économie et parallèlement, on étend les droits à la sécurité sociale en payant aux gens les vaccins, en généralisant les tiers payants, etc., etc. Donc ça montre bien que finalement, tout ça, c'était de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Et donc, on voit que ce déficit, c'est un argument qui est vraiment un argument pour réformer. Et exactement, c'est un des aspects qu'il y a dans le livre, c'est que l'État social, ce qu'il fait, il réforme la sécurité sociale en prenant le pouvoir sur la sécurité sociale contre les intéressés, on aura l'occasion d'en reparler, pour faire quoi? Pour construire des marchés pour ces élites politiques. Et il y a plein de secteurs dans la santé qui voient des marchés se développer et donc le capital se développer. Certains d'entre eux, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est les complémentaires santé, c'est les cliniques privées. Et donc, depuis 2020, on a tout à fait raison de crier au scandale de la gestion de l'hôpital public, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que pendant ce temps-là, les cliniques privées connaissent une tendance à la concentration, à la financiarisation, et elles ont des projets pour le futur, des projets pour notre futur. Et c'est contre ces projets qu'il faut se battre. Justement, avec ces arguments de « on a besoin de faire des économies », que vous nous montrez qu'en fait c'est faux, ces arguments-là, ils sont aussi utilisés par le gouvernement pour soit réformer, soit réduire l'assurance chômage ou encore les retraites, parce que on fait un rappel, mais ça fait partie du budget global de la sécurité sociale. On regarde une courte vidéo de Bruno Le Maire, on revient juste après. Globalement, à chaque fois qu'on finance des déficits, c'est autant d'argent en moins pour financer nos services publics, nos hôpitaux ou les investissements qui sont indispensables pour la transition énergétique. Donc je crois à l'équilibre des comptes publics parce que c'est ce qui protège les Français quand ça va mal et ce qui nous permet d'investir quand c'est nécessaire. Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport aux propos de Bruno Le Maire ? Alors, d'abord, moi, je ne suis pas croyant. Je ne crois pas en l'équilibre des comptes publics. Enfin, on le constate. On constate que la Sécu, ça va. Et on constate qu'il y a une façon, par le gouvernement, de manipuler les chiffres, d'en présenter certains plutôt que d'autres. Ce que Henri Sterdyniak, vous l'avez évoqué tout à l'heure, appelle un mensonge d'État, dire qu'il y a un déficit de la Sécu, de la sécurité sociale, pour réformer et pour retirer des droits aux gens. Parce que c'est ça dont il est question. C'est qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. La sécurité sociale, d'un point de vue des administrations de sécurité sociale, donc régime général plus tout le reste, ça va. Évidemment, si on voulait faire des économies, on pourrait. Mais les économies, elles ne sont pas là où on le pense. Elles sont là où je l'ai dit, par exemple les complémentaires santé, etc., etc. Et on pourrait généraliser, par exemple, l'accès aux soins en faisant d'économies à ces endroits-là, plutôt qu'en réduisant les droits, par exemple, des retraités, des malades, etc., etc. Alors je disais, il y a le projet de loi de financement de sécurité sociale qui va commencer à être examiné demain matin à l'Assemblée. Il prévoit notamment une baisse de 0,8% des dépenses de l'assurance maladie, par exemple, ou encore résorber la caisse du Fonds de solidarité vieillesse, etc. On va regarder un petit extrait, on revient juste après.
plus de dépenses et moins de recettes. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fait face à une équation impossible. Maintenir le budget de la santé à l'équilibre, alors que l'exécutif a dépensé sans compter durant toute la crise. Résultat, un déficit record de la sécurité sociale qui s'élève désormais à 52,2 milliards d'euros. Historique et extrêmement inquiétant selon les propres mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. 50 milliards d'euros de trou de la Sécu, on était quasiment à la fin du trou de la sécurité sociale grâce à notre gestion. Effectivement, ce sont des chiffres qui peuvent donner le vertige. Donc on peut voir tout ce qu'on vient de parler vient d'être illustré en quelques secondes. On peut voir vraiment cette obsession avec se maintenir le budget à l'équilibre. Alors il y a un aspect dans votre livre qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce fameux budget à l'équilibre, c'est pas quelque chose d'inné. Ça part en fait du plan Juppé de 1995-1996 dans la loi de financement de la sécurité sociale qui crée un budget de la sécurité sociale. Vous nous écrivez, on passe d'une logique de réponse à des besoins à une logique d'adaptation à une contrainte budgétaire. Plutôt que de constater et financer les besoins chaque année, il s'agit de prévoir une enveloppe à ne pas dépasser indépendamment de l'évolution des besoins. En fait, ça part de là. Il faut maîtriser les dépenses. Ça vient de là. Ça vient même d'encore plus loin. Dans le livre, j'essaye de raconter une histoire qui part de la Révolution, mais si on veut s'arrêter à l'histoire du régime général de sécurité sociale, il faut avoir en tête l'originalité du régime général de sécurité sociale. L'originalité de ce régime général, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est porté par l'État social. C'est quelque chose qui est porté par les intéressés, par ce que j'appelle dans le livre la sociale, les ouvriers auto-organisés, le mouvement populaire. On peut appeler ça un petit peu comme on veut, mais c'est pour dire que c'est une organisation par le bas. C'est dans les caisses de sécurité sociale, les intéressés, cotisants, votent et décident eux-mêmes de la politique dans les conseils d'administration. Alors évidemment, l'État est tout de suite, dès le départ, contre cette organisation. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Souvent, on nous explique qu'en 1945-46, il y a une unanimité nationale pour faire la Sécu. C'est pas vrai du tout. Dès le début, il y a une opposition. Et l'un des arguments pour justifier cette opposition, c'est le fait que, quand même, quand c'est les ouvriers qui gèrent, il y a du déséquilibre et qu'il faut serrer la vis. Et ça, il ne faut pas attendre le plan Juppé, il ne faut pas attendre les années 80, le tournant néolibéral, il ne faut pas attendre tout ça. C'est dès le début. Dès le début, il y a une lutte massive contre le régime général, parce que le régime général, il donne le pouvoir, pour la première fois dans l'histoire sociale du pays, aux ouvriers d'une façon absolument incroyable jusque-là. Et donc, je cite cet exemple, mais il y en aurait d'autres, en 1949, la Sécu a 3 ans, on organise un débat à la sécurité sociale à cause des déficits de la sécurité sociale. Partout dans les journaux, on nous dit « Oh, les déficits monstrueux de la sécurité sociale ». Le Figaro, le même qu'aujourd'hui, qui nous dit « Oui, la sécurité sociale, c'est un monstre à 5 têtes qui dévore et allaite ses enfants, etc. etc. » Donc, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de critiques tout de suite de la sécurité sociale pour dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Et dès le début, l'une des volontés des députés, de certains députés en tout cas, c'est d'étatiser la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose qui est bien connu en sciences sociales. C'est l'idée de dire que le pouvoir qui était dans les mains des intéressés, qui était un pouvoir démocratique, eh bien, il va passer tranquillement, justement pas tranquillement, il va passer par la force dans les mains de l'État, parce que l'État veut imposer sa conception de la sécurité sociale. Il ne veut pas que ce soit les ouvriers qui décident, il veut que ce soit lui, pour pouvoir servir ses intérêts à lui en tant qu'État, mais aussi les intérêts de ses alliés politiques. Ça peut être le capital, mais pas seulement le capital. Par exemple, la profession médicale qui reste libérale pendant très longtemps. Et donc, dès le début, par exemple, il y a un député qui est très connu, puisque c'est une figure de la Troisième République, une figure conservatrice, pour ne pas dire plus, qui est Paul Reynaud, et qui dit « Oui, mais on ne peut pas prélever sur la société française tant de milliards et que l'Assemblée nationale ne puisse rien dire. » Et il demande, dès 1949, que ce budget soit transféré sur un budget de l'État pour pouvoir, justement, décider à l'avance d'une enveloppe fermée qu'on ne dépassera pas. Et cette histoire très conflictuelle, elle passe par tout un tas de mouvements, et les grands moments de l'étatisation, c'est des moments extrêmement conflictuels. On parlait il y a quelques instants sur ce plateau du 49.3, mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de neuf, en fait. La sécurité sociale,
c'est une institution du conflit. La réforme de la sécurité sociale, elle se fait toujours dans le conflit. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit vraiment massif, un conflit entre États, mais aussi à l'intérieur de l'État, avec une résistance forte des ouvriers. En 1967, qui est une grande réforme par ordonnance, qui redonne plus de pouvoir au patronat dans la gestion des caisses. Et justement, j'y viens, désolé pour ce long détour, par le plan Juppé de 1995. Alors, on se souvient beaucoup dans les mémoires populaires de la victoire parce que Juppé a dû arrêter, concéder l'annulation de sa réforme des retraites. Néanmoins, c'est à ce moment-là, le plan Juppé 95, qui fait passer toutes les institutions qui aujourd'hui sont les noms de code de la souffrance des professionnels de santé. L'ONDAM, le PLFSS, ça c'est le budget de la sécurité sociale et de la santé, ONDAM, Objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie, les ARH, Agences régionales d'hospitalisation, qui deviennent les ARS, Agences régionales de santé, qui sont la déclinaison au niveau local des desiderata du ministère. Il y a une forme de préfecturisation de la santé avec ces institutions neuves qui ne font que appliquer au niveau local la politique du niveau national. Vous voulez l'autogestion au personnel de santé, en fait, ce que vous êtes en train de dire ? Exactement. Et cette histoire de l'étatisation, c'est pas simplement j'ai perdu le pouvoir et finalement c'est cosmétique. C'est pas juste un enjeu comme ça de pouvoir. Ça a des conséquences économiques. Parce que quand l'État social se réapproprie la sécurité sociale, alors il peut en changer le sens, l'organisation, les principes. Justement, vous dites, l'État impose à la sécurité sociale de financer par elle-même son retour à l'équilibre en empruntant sur les marchés financiers. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Voilà. Alors là, ça c'est une des manifestations de la façon dont l'État sert les intérêts du capital. C'est une économiste qui s'appelle Ana Carolina Cordia qui a travaillé sur cette question de la financiarisation de la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, il est courant de parler de financiarisation de l'économie. Et on se dit souvent que c'est de la financiarisation, comment dirais-je, une financiarisation des entreprises privées et que ça n'atteint pas l'État. Et en fait, l'État, en France, mais aussi ailleurs dans le monde, est aussi financiarisé, notamment la sécurité sociale. Et c'est 1995 où on a la création par ordonnance de la CADES qui va gérer la dette sociale. Comment on fait ? Eh bien, plutôt que d'augmenter périodiquement les cotisations sociales quand il y a des déficits, ce qu'on dit, c'est qu'on va inventer un nouvel impôt, la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, qui va abonder les revenus de cette CADES. Et avec ces revenus, elle va emprunter au marché financier pour rembourser la dette de la Sécu. Alors on pourrait se dire, oui, mais quand même, on exagère, ça se trouve, c'est pas si mal. En fait, c'est vraiment désastreux. C'est désastreux, pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte un pognon de dingue. Je veux dire, les intérêts qui sont mis dans ce mécanisme financier ne servent que les intérêts de ceux qui sont en mesure de prêter, donc déjà les super riches. D'accord, ah oui, d'accord. C'est très intéressant en tout cas. Dans la petite vidéo qu'on vient de regarder, on parlait aussi d'un déficit lié à la baisse des cotisations et du chômage. Cette vidéo, elle datait de 2020. Cette baisse des cotisations, est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de cotisation ? Est-ce que c'est bien ou mal, pas dans un jugement de valeur, mais bien ou mal pour le budget qu'elles aient baissé ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Alors, la sécurité sociale, qu'elle soit 1946 ou son ancêtre, les assurances sociales de 1928-1930, leur financement était fondé sur le principe de cotisation, c'est-à-dire un pourcentage du salaire. Et pendant très longtemps, on en restait là. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est les politiques du gouvernement qui creusent les déficits. Comment ? Notamment en luttant contre les salaires. Si les salaires sont plus bas, forcément il y aura moins de cotisations, mais en luttant aussi directement contre la cotisation. Et donc en limitant les cotisations. Mais avant d'arriver à cette époque-là, en 1945-46, avec le régime général, avec la conflictualité sociale de cette époque, il a été possible d'augmenter progressivement les cotisations sociales. Et c'est comme ça qu'on a financé la modernisation du système de santé en France. C'est en augmentant la sécurité sociale, pas en faisant appel au marché financier pour financer les hôpitaux ou en faisant des partenariats publics-privés. C'est pas comme ça qu'on fait pour financer de façon massive la modernisation du système de santé. Et donc ça, c'est ce qui se passe, disons, jusqu'aux années 70-80. À partir de ce moment-là, il y a une lutte contre la cotisation et le salaire en règle générale, et on va commencer à avoir des politiques dites d'exonération des cotisations.
cette exonération des cotisations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas supprimer les cotisations, mais on va baisser le montant qui est demandé aux entreprises. Un cas qui est assez connu, bon, techniquement, c'est pas exactement cela, mais c'est assez connu, donc c'est plus simple d'en parler. C'est le CICE de Hollande, qui a été pérennisé par comment s'appelle-t-il, Emmanuel Macron. Ce dispositif, il vise à baisser le montant des cotisations qui vont être payées par les employeurs. Ils en payent encore, d'ailleurs, ils s'en plaignent. Hein, ils en payent encore, mais ils en payent beaucoup moins sur certains salaires, les plus bas, que ce qu'ils devraient payer. Les estimations disent que, en fait, c'est globalement 20 milliards de pertes par an. Et alors, l'argument qui est sorti pour nous défendre ça, c'est de dire oui, mais comme ça, on baisse le coût du travail, les entreprises vont embaucher plus. En fait, tout ça ne marche pas. Mais ça n'a pas fonctionné. Les études. Il y a eu un rapport de France Stratégique et sous Matignon qui a montré que ça n'avait. Exactement. Voilà, que ça n'avait créé aucun emploi. On en a pas mal parlé aussi d'ailleurs sur cette antenne. Parlons maintenant des conséquences de cette vision de la sécurité sociale et même de ce système de soins en général. Donc, ce système a amené au développement du capital dans le système de soins. C'est même un chapitre dans votre livre où vous parlez de triple mouvement d'industrialisation, concentration, financiarisation du secteur des soins, et vous parlez même d'industrialisation et de dépossession du travail du soin avec toute la thématique des hôpitaux. On a commencé un petit peu à en parler. Ça se voit, cette transformation du système de soins aujourd'hui dans les hôpitaux pour les professions de soins, etc. Bien sûr. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que ce dont je parle dans le livre, je peux en parler parce qu'il y a de nombreux chercheurs et chercheuses qui ont fait des travaux extraordinaires et qui font écho aux mots que vous avez utilisés comme dépossession, etc. etc. Donc, ce qu'on peut voir du point de vue du système de santé, c'est qu'à partir du moment où l'État se réapproprie la sécurité sociale, il peut en changer le sens. C'est ce que je dis tout à l'heure. Tout le monde sait globalement la devise, disons, de la sécurité sociale, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, dans une idée d'une certaine forme d'égalité d'accès aux soins. Celui qui accède aux soins, c'est celui qui a besoin, pas celui qui peut ou ne peut pas payer. Et bien justement, avec l'avènement de l'étatisation, on va avoir tout un tas de politiciens, mais aussi d'experts du social, qui vont dire bon, bah, finalement, maintenant, on a trop dépensé. On va arrêter de dépenser, on va arrêter de financer la production publique de soins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir où on va mettre nos œufs. On ne va pas mettre tous nos œufs dans la même panier, parce que ça coûte très cher. C'est devenu un bien marchand, le soin ? Oui, évidemment. Enfin, justement, parce que la politique publique a cédé sur cette idée qu'on pouvait universaliser la production publique de soins, et on va pilariser entre d'un côté ce qui est fait par le public, et de l'autre côté, ce qui peut être fait par le privé. Et cette pilarisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va choisir ceux qui en ont le plus besoin, à eux, on rembourse bien, et les autres, ils se débrouillent. Et donc, évidemment, tout ça va nourrir un sentiment, justement, de ressentiment social. Pourquoi les autres ont droit et pas moi, alors que je paye plein de cotisations? Alors, j'explique. Ces élites politiques, elles ne sont pas complètement idiotes, elles défendent une conception de la justice. Cette conception de la justice, c'est de dire on ne va pas retirer la sécurité sociale à tous de façon complètement aveugle. On va privilégier ceux qu'on a le plus besoin. C'est ce qu'on appelle habituellement le gros risque, qui coûte très cher, qui est difficilement assurable par le privé, par le capital. Par exemple, quand on va à l'hôpital, on est plutôt très bien remboursé, en proportion de ce que ça coûte. Les factures peuvent rester très élevées. Quand on est très malade, il y a des dispositifs qui s'appellent affection longue durée. On est très bien remboursé à 100%. Quand on est malade, à cause de son ALD et pas d'autre chose. Les factures peuvent aussi rester très élevées. Quand on est très pauvre, il est possible d'avoir des filets de sécurité. La couverture santé solidaire, avant ça s'appelait la CMU, ou l'ACS. Donc c'est ça qu'on appelle en sciences sociales la pilarisation. Donc il y a d'un côté ceux qui sont trop pauvres pour pouvoir passer par le marché, donc on va organiser leur assurance de façon publique à 100%, et les autres se débrouillent. Avec quoi? Avec les complémentaires. Des complémentaires qui, elles aussi, nous coûtent un pognon de gain, parce qu'elles sont beaucoup moins efficaces que la sécurité sociale. Alors, si vous voulez, je peux en parler, je ne sais pas si c'est prévu après. Oui, mais... justement, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore parlé, mais qui n'est pas des moindres et connu des Français, les mutuelles ou complémentaires santé. C'est une illustration même du développement du capital dans le système de soins. Après, je sais que les Français n'en sont pas fans, les chiffres reculent plutôt par rapport à la complémentaire santé. Alors, ce qu'on sait, c'est que indépendamment de ce que peuvent dire les politiciens, les médias mainstream, il y a un fort attachement
de la société française à la sécurité sociale. On ne veut pas s'en débarrasser pour autre chose parce qu'on voit bien que ça marche bien. Alors bien, évidemment, on voit bien, ça c'est des études qui sont faites, qui disent ça dans des enquêtes d'opinion. Donc il y a cet attachement. Néanmoins, face à cet attachement, la politique publique, elle généralise et elle organise le marché des complémentaires. Alors c'est un petit peu plus, comment dire, je vais utiliser ce mot, c'est un peu plus vicieux que ce que vous dites. Parce que sur les questions des complémentaires, il y a des acteurs différents qui entrent en jeu. Il y a des acteurs qui sont à but lucratif, donc le capital. Donc ça va être les assurances privées à but lucratif qui, elles, effectivement, sont en croissance sur ce marché. Les mutuelles? Non, les complémentaires. Alors les complémentaires, justement, il y a 3 trucs. Il y a les assurances qui font du profit, il y a les instituts de prévoyance qui ne font pas de profit, et les mutuelles. Voilà, La mutuelle, alors j'en parle beaucoup dans le livre, parce que la mutuelle a une histoire glorieuse de subversion face aux institutions du capitalisme. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la mutuelle agit comme n'importe quel assureur privé à but lucratif, la différence étant qu'elle n'a pas de but lucratif. Alors, ces complémentaires, quelles qu'elles soient, évidemment, elle joue le jeu des assurances privées, parce que ce qu'on observe sur le long terme, c'est que la place des assureurs privés à but lucratif capitalistes augmente dans le marché. De plus en plus, elles réussissent à prendre des parts de marché aux mutuelles sans but lucratif. C'est pour ça que c'est vicieux. Et c'est pour ça que quand on défend l'extension de la sécu, on nous dit « mais oui, mais les pauvres mutualistes, ils sont gentils ». Oui, enfin, ils sont gentils, mais ils sont en train de perdre du marché. Et en plus, ils agissent comme les assurances privées, les assureurs privés à but lucratif. Donc, d'une certaine manière, les mutuelles, aujourd'hui, c'est un cheval de Troie du capitalisme sanitaire. En tout cas, en ce qui concerne les assurances santé. Par rapport aux complémentaires, c'est très intéressant ce qu'on découvre dans le livre. Enfin, moi, je l'ai découvert dans votre livre, en tout cas, c'est que la gestion des complémentaires bat des records de gaspillage d'argent par rapport aux frais de gestion, et que limite, ce serait moins coûteux d'avoir une sécu qui rembourse 100% des soins conventionnés, comme avait proposé la fameuse grande sécu d'Olivier Véran. Vous allez nous l'expliquer peut-être. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler, parce que moi, je trouve que c'est un grand pan méconnu et qui résolurait beaucoup de problèmes, en fait. Évidemment. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est des rapports officiels qui émanent de structures directement liées au gouvernement. J'en reparlerai. Mais ce qui est très très connu en sciences sociales, en économie en particulier, c'est que le système de santé français coûte très cher en frais de gestion. Il se situe en dessous du système américain qui, lui, bat tous les records, inaccessible, mais il est au-delà de la moyenne de la plupart des pays européens. Et alors pourquoi ça coûte si cher? Parce qu'en France, on a une originalité, c'est que en fait, on a un double système d'assurance. Pour le même soin, il faut avoir la Sécu et la complémentaire. Alors, je donne un exemple concret. Il se trouve que je suis allé à la pharmacie hier et j'ai oublié ma carte de mutuelle. Ce qui se passe, c'est que j'ai été remboursé de la Sécu, pas de la carte de mutuelle. Voilà ce que ça veut dire, la complémentarité. C'est que pour le même soin, il y a 2 assureurs complémentaires. Donc, on fait 2 fois le même travail. C'est-à-dire que le pharmacien, il fait 2 fois le travail, la carte de Sécu, la carte de complémentaire, mais tous les professionnels de santé font 2 fois le travail. Et ça coûte très cher, la double assurance. Dans d'autres pays, ce qui se passe, c'est qu'il y a des complémentaires, mais elles remboursent des soins différents. L'assurance publique rembourse ce qu'elle rembourse à 100%, et l'assurance complémentaire, elle rembourse ce qu'elle veut en plus, mais c'est du confort. Nous, on n'a pas le choix. Nous, on est pris au piège. On est obligé d'avoir une complémentaire, parce que si on n'a pas de complémentaire, on n'est pas remboursé à 100%. C'est le cas, par exemple, du médecin généraliste, où 30% est pris en charge par la complémentaire. Il ne faut pas oublier sa carte. Alors, donc cette double assurance coûte très cher. Et ce qui coûte aussi très cher, c'est la concurrence entre mutuelles. Parce que les mutuelles, elles existent et elles se font concurrence entre elles. Donc ça veut dire qu'il y a des frais de marketing, des frais de commerciaux, etc. etc. Et ce qu'on voit sur les dernières années, mais enfin, c'est pas quelque chose de neuf, c'est que les frais de gestion des complémentaires santé sont supérieurs à ceux de la sécurité sociale. Pourtant, elles remboursent 6 à 8 fois moins de soins. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, en marketing plutôt qu'en soins, quoi. On avait Bruno Le Maire tout à l'heure qui nous disait qu'il était à l'euro près. Était à l'euro près, supprime les complémentaires. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, encore une fois. C'est par exemple le rapport cette année du HCAM, du Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie, qui n'est pas une institution très radicale, qui a sorti un rapport dont un des scénarios d'évolution du système de santé consistait à étudier le fait que la Sécu rembourse 100% des prix administrés. Donc ça veut dire voilà, le médecin est remboursé à 70% par la Sécu, à 30% par les complémentaires. Là, ça serait 100% par la Sécu. Éventuellement, si le médecin fait des dépassements d'honoraires, la complémentaire peut venir. Donc c'est ça la réforme dite à l'époque de la grande Sécu.
Oui, en faisant ça, une grande radicalité. C'est pas non. D'ailleurs, avec un collègue, on vient d'écrire un texte qui s'appelle la petite réforme de la grande sécu, parce que finalement, c'est pas très important comme réforme. C'est simplement supprimer la complémentarité. Il resterait plein de problèmes. Il resterait toujours des fuites dans les toits des hôpitaux. Il resterait toujours des dépassements d'honoraires. Il resterait toujours les coûts de l'optique, du dentaire, qui sont extrêmement élevés et qu'il faudrait réguler. Enfin, tout un tas de problèmes resteraient. Néanmoins, ce serait une grande amélioration pour plein de gens. Et aussi un gain économique. Donc ce rapport, à l'intérieur de ce rapport, il y a une estimation qui est faite par les services statistiques du ministère qui nous explique que ça coûterait au pouvoir public, à l'État en règle générale, entre des soins qui sont payés en plus et des impôts en moins qui seraient payés par les complémentaires, 22 milliards. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Encore 22 milliards de plus? Sauf que, il ne faut pas oublier que d'un côté, ça coûte 22 milliards, mais de l'autre côté, il y a les économies qu'on ferait en ne payant plus notre complémentaire. Et si on ne paye plus notre complémentaire et qu'on regarde la balance dans les deux, en fait, on gagne 5,4 milliards. C'est l'estimation du Haut Conseil, des services statistiques du ministère. 5,4 milliards. C'est un peu plus que l'euro de Bruno Le Maire, quoi. Exactement. Donc s'il veut faire des économies, il sait comment on peut en faire. Et tout ce qu'on vient de dire, là, même si on a essayé de passer vite sur certains sujets, ce qui est assez frustrant, mais bon, si on veut aller plus loin, on peut lire le livre dans son entièreté. Mais tout ce qu'on vient de dire, ça quand même engendre un accès complètement inégal aux soins, même si vous nous parliez que, en fait, pour les plus pauvres, il y a quand même l'assurance de l'État. C'est une chose à saluer malgré tout. Alors, évidemment, il y a plein de choses à saluer malgré tout. Hein. Enfin, je ne conteste pas ça du tout, au contraire. Néanmoins, il y a des trous dans la raquette. Parce que même si des dispositifs existent, ça ne veut pas dire que les gens recourent à ces dispositifs. Le dispositif de couverture santé solidaire, tout le monde, enfin les gens qui y ont accès, ils ne vont pas tous le demander. Et c'est vrai pour tous les minimums sociaux. C'est même pas les classes moyennes, les smicards, ils ont Exactement, il y a des effets de seuil qui sont terribles pour le lien social. Pourquoi toi tu as le droit et moi j'ai pas le droit? C'est terrible pour le lien social. Et c'est pour ça que la sécurité, le régime général de sécurité sociale, quand il est créé en 1945, il est créé sur ce principe. C'est l'accès égal. Parce que justement, ça renforce le lien social. Et justement sur cette question-là, des inégalités, il y a de plus en plus d'inégalités. Il y a des enquêtes qui nous montrent que désormais, il y a des phénomènes de non-recours aux soins pour raisons financières. Oui, par exemple, si je ne vais pas chez le dentiste parce que j'ai peur d'y aller, c'est mon problème. Mais si j'y vais pas parce que j'ai peur de ne pas pouvoir payer, ça c'est un vrai problème. Et donc ce non-recours aux soins pour raisons financières a tendance à être de plus en plus documenté par la littérature économique et ce qu'on connaît, hein, les déserts médicaux, enfin tout un tas de choses qui font qu'il y a de fortes inégalités sociales d'accès aux soins et des inégalités territoriales d'accès aux soins. On va terminer, donc dans le livre, la préface est écrite par Bernard Friot, qu'on connaît bien ici, qu'on a reçu ici plusieurs fois. Il écrit « Car nos imaginaires et nos émotions en la matière sont aliénés par l'adhésion à l'État social. L'État social fait consensus, les politiques étatiques de santé et plus largement de sécurité sociale sont lues comme un outil de redistribution des ressources, de réduction des inégalités. » Est-ce qu'il faut continuer à idéaliser ce fameux État social qui est largement partagé comme une idée où on est tous là en mode merci, vive la redistribution, vive l'époque de la Sécu, surtout que beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés? Alors, l'enjeu du livre, c'est de faire la peau à l'État social. Alors ça peut paraître, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça peut paraître opposé à tout ce qu'on vient de dire. Exactement. Mais c'est parce que dans le livre, j'oppose deux formes de protection sociale à partir d'une analyse de l'histoire. Une protection sociale qui est portée par l'État social. Et en fait, on peut voir que l'État social, ça grossit à des moments tragiques. En fait, l'État social en France naît après les guerres mondiales. Donc l'État social, c'est aussi celui qui nous a envoyés à la guerre. Mais il y a aussi une autre forme de protection sociale qui est portée par les intéressés eux-mêmes. C'est le fameux régime général que j'appelle dans le livre la sociale. Où la sociale, c'est plus la question sociale, comme on disait dans les livres autrefois, c'est-à-dire comment on va faire pour s'occuper de cette masse de gens qui sont dans une situation de pauvreté. Non, c'est plus la question sociale, c'est la sociale. Les gens s'auto-organisent, parce qu'ils n'ont pas le choix, pour porter eux-mêmes des institutions qui sont subversives, non seulement du capitalisme, mais aussi de l'État. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que
tout ce qu'on a raconté là, il y a plein d'arguments pour dire que la façon de fonctionner ne va pas et que de petites réformes très peu radicales pourraient largement améliorer la situation. Et l'origine de ce livre, l'origine de cette opposition à l'État social, c'est de bien montrer que pour faire ne serait-ce que ces petites réformes, il ne faut pas demander à l'État, il ne faut pas demander sa permission. Il ne faut pas les manifester en demandant plus d'État parce que ça ne marche jamais comme ça. Comment ça marche? Ça marche par le conflit. Ça marche par le conflit auto-organisé. Et c'est pour ça que, évidemment, je me réjouis de voir que les manifestations prennent et qu'on va essayer de se battre pour gérer par nous-mêmes la production publique de soins en France. En tout cas, merci beaucoup d'avoir livré votre analyse ce soir. Merci beaucoup. Donc, je rappelle votre livre « La bataille de la Sécu ». Une histoire du système de santé, donc par vous, Nicolas Da Silva, économiste, aux éditions La Fabrique. Et il sort vendredi. Il est disponible vendredi si vous voulez aller plus loin, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce Toujours Debout, notre rendez-vous quotidien, libre et indépendant. Et c'est vraiment cool de vous retrouver tous les soirs. Merci à l'équipe en régie et sur le plateau, sans qui il n'y aurait absolument rien. Merci à vous pour tous vos pouces, vos commentaires qu'on lit, bien sûr, et vos partages qui sont un soutien essentiel pour notre survie. À nos modérateurs, modératrices et community managers qui sont nos fées de l'Internet. Et bien sûr, on ne vit que de vos dons et de vos abonnements. C'est la garantie de notre indépendance et on en a fortement besoin pour notre survie.